Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live. Comme d'habitude, je vous laisse tranquillement arriver, tranquillement vous connecter. Faites-moi des cœurs. Sur YouTube, faites-moi des pouces. Euh, pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, ou un petit bonjour dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci pour les cœurs. Je vous laisse arriver. Donc, aujourd'hui, le live, je l'ai intitulé Et si on arrêtait d'être forte. Alors, bon, messieurs, je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me suivent, mais pour l'instant, sur ma page, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vous aime quand même beaucoup, messieurs. Ne vous inquiétez pas. Donc, mais c'est pour ça que j'ai mis au féminin le titre du live, mais je suis sûre que vous allez aussi vous y retrouver, j'en suis certaine. Et c'est votre côté féminin qui sera interpellé sans doute aujourd'hui encore plus que d'habitude. Bonjour Evelyne, bonjour Ad, bonjour Delphine, bienvenue. Bienvenue pour ce live. Alors en fait, oui, arrêtez d'être forte. Pourquoi je fais ce live? Parce que alors déjà, bien sûr, c'est vraiment comme d'habitude, en toute bienveillance, que j'ai lancé ce titre-là parce que je sais très bien que c'est pas simple. Et c'est vrai que coucou Christine, c'est vrai que ce que je vois et de mon expérience aussi personnelle, en tout cas, les femmes que je vois, elles sont en mode warrior, quoi. C'est en fait, je tiens, je ne veux pas craquer, faut que je sois forte, au boulot, faut que je sois forte, faut que je sois forte pour mes enfants, faut pas que je craque, faut que je continue. Je suis en mode, voilà, combat, quoi. Je combats contre moi-même et voilà, faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne et faut pas que je lâche et il faut surtout pas que je m'effondre et donc on est vraiment vraiment en mode comme ça, voilà. Et c'était assez marrant parce qu'aujourd'hui, synchronicité, ce matin, j'avais décidé de faire ce live sur ce thème. Et puis on a une de nos Yellow Women qui a posté, voilà, qui a posté un message en disant faut que je tienne jusqu'à Noël et puis après je vais craquer, mais je sais pas comment ça va se terminer, j'ai peur, etc. Et je le comprends tellement. Je le comprends tellement. Pourquoi? Parce que je vais un peu vous parler de moi, mais quand je parle de moi, je parle de vous. Moi, en fait, j'ai été en mode warrior et j'étais en mode Wonder Woman, hein. C'était pas en mode Yellow Woman là pour le coup. J'étais en mode Wonder Woman, en mode warrior, en mode guerrière pendant 18 mois en fait. J'ai repris le travail au bout de 8 jours. Ceux qui me suivent savent, hein, je travaillais dans le secteur social. J'étais chef de service d'un pôle d'hébergement d'urgence pour des personnes sans abri. Donc j'étais comme ça dans le combat. Ben, au travail, il y avait énormément de travail. C'est des secteurs voilà, où c'est un peu comme les urgences médicales, on va dire, hein. C'est très intense, avec peu de moyens. Voilà. Et en fait, j'étais vraiment à tenir, à aller au boulot, à forcer, à pas vouloir me faire accompagner, à me dire je vais m'en sortir toute seule. Les émotions là, non, 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 je prends sur moi, surtout je pleure pas, surtout voilà, je me laisse pas aller parce que il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et, euh, et j'étais vraiment épuisée puisque ben, moi j'avais des gros problèmes de sommeil, je dormais pas la nuit. Et au bout à peu près de 18 mois, en fait, ben, mon corps m'a rattrapée, on va dire, puisque j'ai commencé à déclencher des grosses crises d'asthme la nuit à 2-3 heures du matin. Et j'étais toujours en mode warrior, c'est-à-dire que les premières fois où ça m'est arrivé, alors que j'étais pas du tout asthmatique, à l'époque j'avais 42 ans, c'était il y a 8 ans. J'avais 42 ans, j'ai jamais fait de crise d'asthme du tout. Et en fait, je déclenchais des crises d'asthme la nuit. J'étais toute seule chez moi. Donc, j'appelais les pompiers. Je me faisais embarquer aux urgences. Je restais le temps qu'il fallait, le temps que la crise d'asthme elle se calme, le temps qu'on m'injecte, qu'on me donne tout ce qu'il y avait à prendre pour redescendre. Et puis, à 6 heures du mat, eh bien, je rentrais chez moi, j'allais me doucher. Et à 8 heures, j'étais au boulot. Et je n'en parlais à personne. D'ailleurs, ma famille l'a appris il n'y a pas très longtemps, pour tout vous dire. J'en parlais pas aux collègues, j'en parlais pas à mes parents. À l'époque, j'avais rencontré un nouveau chéri et bien en fait, j'en parlais
vraiment, j'étais en mode guerrière, en mode ça ne me regarde que moi. Je voulais pas montrer ma vulnérabilité. Et donc, voilà, et j'ai fait comme ça plusieurs fois la nuit, des passages aux urgences. Entre parenthèses, je dis toujours, alors j'en veux vraiment à personne, mais à ce moment-là, aucun urgentiste, aucune infirmière la nuit m'a demandé à un moment donné, parce que quand même, ils me voyaient régulièrement, qu'est-ce qui avait bien pu se passer pour qu'à l'âge de 42 ans, je déclenche ces crises d'asthme d'une telle violence. Mais bon, voilà, c'était médoc, perfusion, machin et tout le beans. Et puis je rentrais. Et je repartais avec ma prescription de Ventoline et de médicaments. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et c'est ce qui se passe en fait. Moi, j'étais, pour vous aussi peut-être, c'est-à-dire qu'on est en combat contre nos émotions. Et en fait, dans ce combat-là, c'est jamais nous qui gagnons en fait, c'est toujours les émotions. Les émotions, moi, imaginons que votre corps, c'est comme une maison. Imaginons que vous avez un message hyper important à délivrer à un copain, à une copine, un message vraiment urgent. Vous allez sonner à la maison de ce copain, cette copine. La personne, elle ouvre pas. Vous allez peut-être taper au volet, peut-être faire le tour de la maison, escalader le grillage, l'enclos de la maison pour délivrer absolument ce message. Et tant que la personne, elle ne va pas ouvrir, eh bien, vous allez insister, taper pour qu'elle vous ouvre parce que vous savez que c'est un message urgent. Eh bien, en fait, dans notre corps, avec les émotions, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que l'émotion, elle vient toquer au niveau de notre corps et tant qu'on ne l'accueille pas, tant qu'on n'ouvre pas nos volets pour l'accueillir, eh bien, en fait, elle va insister et pour vraiment, à un moment donné, nous envoyer un message. Derrière chaque émotion, eh bien, en fait, il y a un besoin et souvent dans le deuil, c'est aussi un besoin d'exprimer son chagrin, un besoin de sécurité. Et ça se retourne toujours contre nous. Alors des fois, c'est rapidement, des fois, c'est au bout de quelques mois. Pour moi, ça a été au bout de 18 mois. Mais en fait, coucou Yelena. Et en fait, ça a été vraiment peut-être la meilleure leçon que j'ai appris aussi du deuil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'en avais ras-le-bol d'aller aux urgences, et comme à un moment donné, je le dis dans mon livre, je me suis carrément comparée aux personnes avec qui je travaillais. Je travaillais à Metz dans voilà, une structure d'urgence qui est très connue, je ne vais pas la nommer, mais en tout cas, où en fait on accueille des personnes très très marginalisées qui alternent, et notamment des hommes qui alternent la rue, l'hôpital psychiatrique, la maison d'arrêt, des situations voilà, très lourdes de clochardisation, on va dire. Et eux aussi, ils faisaient des séjours aux urgences. Eux aussi, ils râlaient. Eux aussi, ils bougonnaient. Eux aussi, ils avaient du mal à exprimer leurs émotions. Ils gardaient tout en eux. Et à un moment donné, il y a une espèce d'effet miroir, notamment devant un monsieur qui sortait des urgences, qui ne voulait pas soigner. Et je me suis dit, mais merde, mais toi, en fait, tu passes tes nuits aux urgences comme eux, quoi. Tu es comme eux. Sauf que toi, peut-être que, et je porte pas de jugement, mais tu es peut-être équipé quand même pour aller faire cette introspection, pour aller demander de l'aide. Eux, ils peuvent pas, malheureusement, ils sont pas forcément en capacité. Mais toi, merde, quand même, quoi. Tu es chef de service d'un pôle d'hébergement. Euh, euh, et en fait, je me suis décidée comme ça à aller chez mon médecin généraliste. Mais en fait, j'étais pas encore prête à exprimer mes émotions. Et en fait, clairement, je lui ai dit, je veux des médicaments parce que je fais des crises d'asthme à répétition. Et moi, tout ça, ça s'arrête. Là, il faut me donner un traitement de cheval pour que ça s'arrête. Et en fait, lui, par chance, et j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de chance, il connaissait le processus de deuil. Alors, il avait été formé et puis il avait perdu un enfant à l'âge de 20 ans d'un accident de moto. Donc, il savait très bien ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. Et il m'a clairement dit, moi, je ne te donnerai pas de médicaments. En fait, tout ça, c'est lié à ton deuil. Et tant que tu ne vas pas aller cracher la Valda, c'était un peu l'expression qu'il m'avait partagée, tant que tu vas pas aller cracher ta colère, ta culpabilité, tant que tu vas pas parler de tout ça, tant que tu vas pas apprendre aussi à respirer, et c'est le premier qui m'a parlé de la sophrologie, ben en fait, il n'y a rien qui changera, quoi. Et à un moment donné, il va falloir que tu mettes ta fierté de côté. Il m'a un peu secouée. Enfin, je suis sortie du rendez-vous, il m'a gardé 2 heures et il était bienveillant, mais il m'a un peu aussi remuée pour me réveiller quelque part en me disant, il va falloir que tu
voilà, que tu acceptes aussi peut-être de déposer ta vulnérabilité quelque part. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je partage vraiment de façon. Alors, bien sûr, c'est mon histoire et mon chemin, il est unique. Et il y a autant, hein, comme je dis souvent, de chemins de deuil que de personnes endeuillées. Mais peut-être que ça fait écho chez vous. Pourquoi, en fait, on est dans ce mode warrior? Euh, alors, on peut avoir plusieurs explications. En tout cas, la mienne, et elle est très personnelle, et vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout avec ça. Euh, En fait, déjà, on pense que, notamment par rapport aux pleurs, plus on va pleurer, plus on va souffrir et plus on va être mal et moins on va réussir à avancer. Et en fait, c'est complètement le contraire parce que notre corps, il est vraiment fait pour accueillir vraiment ces émotions de chagrin, de tristesse et de sanglots fort, fort, fort. Quand je vois Chloé, tu me dis ne pleure pas, ne craque pas, ne casse pas l'ambiance. Ça tournait en boucle dans la tête à Noël l'année passée. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est on a peur de craquer. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement quand on va pleurer et quand on, par exemple, on va avoir des sanglots, mais vraiment un truc vraiment profond. Et moi, j'en ai eu et vous en avez eu certainement des sanglots vraiment très, très, très profonds. Ben, ça va durer 3/4 d'heure, 1 heure. Et on va pas craquer. Notre corps, il va pas craquer. Mais au contraire, il va y avoir un espèce de soulagement qui va faire un truc qui va descendre d'un seul coup et on va se sentir libéré. Donc, plus on exprime nos émotions, que ce soit à l'écrit, que ce soit en partageant avec quelqu'un qui va vous accompagner dans un groupe, etc., plus on lâche. Et même des fois, quand on lâche, il y a beaucoup d'émotions aussi. Il y a aussi des larmes, mais plus on lâche, plus on libère cette émotion. Et en fait, on va pas. Souvent, il y a des femmes qui me disent, mais Rachel, moi, là, si je craque, je vais être au fond du trou complètement et j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir remonter. Ben, peut-être, dites-vous, c'est un peu comme les enfants. Peut-être que celles qui ont des enfants et notamment des petits, des fois, ils piquent des crises. Ils hurlent, ils pleurent, ils trépinent, voilà, mais vraiment. Et puis, c'est des sanglots, ça sort et tout. Ils sortent toute leur rage, leur chagrin, etc. Et puis, d'un seul coup, il y a des parents d'ailleurs qui les filment et on voit ça régulièrement sur les réseaux sociaux. Et d'un seul coup, le môme, il tombe d'épuisement et il y a un espèce de soulagement qui se met en place et même il s'endort. Vous avez certainement vu ça. Bah, pour nous, c'est exactement la même chose. Et puis le gamin, 10 minutes après, il va se réveiller et pump c'est reparti, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas à vouloir à tout prix garder ça et de pouvoir exprimer ça. Et pour rebondir sur ce que dit Chloé, ben, pendant les fêtes, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, c'est vraiment, oui, il va y avoir certainement de l'émotion. Et c'est OK. Mais dites-vous qu'il vaut mieux craquer. Et en fait, oui, ça épuise, Roselyne, mais en fait, c'est vraiment sain et ça va vous aider aussi à passer à la phase supérieure, quoi. Plutôt que de tout garder. Souvent, on a coutume de dire en plus que tout ce qu'on n'exprime pas, ça va s'imprimer. Donc pour moi, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, moi, en fait, ça s'est imprimé clairement. Parce que j'ai tout gardé, je ne pleurais pas, je gardais tout en moi, j'étais en mode voilà, combat, mode guerrière, en mode bulldozer, mais un bulldozer de verre. Et en fait, ça s'est imprimé et ça s'est imprimé là au niveau pulmonaire, au niveau des poumons, parce que c'est la zone de la tristesse en fait. Hein. Quand on fait des crises d'asthme, il y a ça aussi. En tout cas, dans le cadre d'un deuil, c'est ça, c'est toute cette colère qui est là et qui n'arrive pas à sortir. Donc il n'y a pas à en avoir honte. Et même Rosine, tu dis pour moi c'est 24 ou 48 heures, bah, c'est OK, il n'y a pas à avoir honte de ça et c'est pas de la faiblesse. Je veux vraiment le dire et le redire, c'est pas de la faiblesse. Euh, c'est pourquoi on est dans ce mode-là. Si je craque, si je suis pas bien, alors du coup je vais mettre ce masque-là. Vous savez, le masque de la commedia dell'arte, là, on l'a tous eu à un moment donné. Ben non, on n'est pas obligé de faire bonne figure en société. On n'est pas obligé. Et on a le droit de craquer à un moment donné à Noël. Et vous allez de toute façon à Noël faire de votre mieux. Dites-vous ça sans vous mettre de pression. Vous allez faire de votre mieux. Et si à un moment donné vous craquez, ben, vous allez craquer, vous allez lâcher et vous allez voilà, mieux revenir, plus apaisé. Et c'est vrai que notre société, elle aime pas la vulnérabilité.
Et allez voir le livre, alors je ne l'ai pas là ici, je l'ai chez moi et il me vient là comme ça en vous en parlant, de Brené Brown. Elle parle de la puissance de la vulnérabilité. Elle montre à quel point notre vulnérabilité, c'est aussi notre courage. Notre courage, c'est aussi nous montrer tel qu'on est, avec nos peurs, avec nos angoisses, avec notre rage, avec qui on est. Et ça, c'est puissant parce que ça nous aide aussi à nous connecter avec les gens, quoi. On est des êtres humains, il faut quand même se le rappeler. Et notre société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous apprend à être en mode warrior, à être en mode il faut être toujours fort, il faut toujours combattre, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas écouter ses émotions, il faut être vraiment en médecine chinoise, hein, c'est le côté yang, hein, de notre cerveau, là, le côté droit, vraiment, le côté masculin, mais on a les deux côtés, hein, les hommes aussi, féminin, masculin, mais vraiment, je tiens, quoi, je lâche pas. Et puis, qu'est-ce que nous apprend le deuil? C'est en fait de développer plus notre côté yin, en fait, le côté des émotions, l'accueil des émotions. Et, et en fait, tant qu'on n'est pas à l'écoute de ses émotions, eh bien, on peut être dans une espèce de résistance vraiment hyper forte, hyper forte. Et plus on résiste, plus on va souffrir 10 000, quoi. Enfin, 10 000 fois plus. On va être vraiment très, très... moi, je crois fort que là où il y a de la résistance, il y a vraiment de la douleur parce qu'on se retient, parce qu'on bloque. Et, et puis, on veut pas, on veut pas craquer. Et notre société, elle nous a pas appris à ça aussi, à dire, mais c'est OK si aujourd'hui, là, ce matin, tu te lèves et tu es complètement dans les choux et tu as peut-être parti ta journée devant la télé à glander, à pleurer, c'est OK. Et tu vas rien faire. Euh, Moi, par exemple, j'ai été, et peut-être vous aussi, j'ai été élevée par des femmes et je les adore et je les aime fort. Et si elles m'écoutent, voilà, j'ai rien du tout contre elles, mais en fait, dans l'éducation du faire, quoi. Fallait tout le temps faire des trucs. Et si à un moment donné, étant gamine, j'étais dans un coin à rien faire, ça n'allait pas, quoi. Fallait que j'écosse des petits pois, fallait que je fasse des trucs, fallait surtout pas faire, quoi. Et ma maman, elle est encore comme ça. Elle s'est fait opérer du genou. Elle m'a appelée juste avant le live là et elle me dit oh, mais je sais pas quoi faire. Elle me dit il faut que je fasse des trucs. Ben non, tu vas juste prendre soin de toi, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et en fait, je crois que dans le deuil, c'est ça qui se passe. Souvent, on me dit mais Rachel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Donc bien sûr, il y a des supports, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et c'est important pour cheminer dans notre deuil. Mais en fait, il y a aussi toute la partie d'être. C'est-à-dire que juste, on va se poser, on va peut-être être au ralenti. Ça, c'est aussi ce qu'on a évoqué ce matin avec une de mes clientes. Elle me dit, je suis au ralenti et quand mes enfants ils m'appellent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle dit, des fois, j'ai pas fait grand-chose, quoi. C'est OK. Et c'est OK d'avoir ces temps aussi où on va rien faire, on va être posé et en s'autorisant aussi de les prendre. Je pense à celles qui ont des enfants petits. C'est peut-être aussi s'autoriser à dire, aujourd'hui, mercredi, en fait, c'est aussi, je vais pas garder les enfants avec moi. Je vais peut-être les faire garder par le tonton, par la tata, par la mamie et c'est pas les abandonner et ça va aussi leur faire du bien d'être avec aussi d'autres adultes, peut-être une figure aussi masculine pour ceux qui ont perdu leur père ou une figure féminine pour ceux qui ont perdu leur maman et vous, pendant ce temps, vous allez récupérer. Vous allez, alors c'est sûr qu'il y a cette angoisse et je le vois quand de qu'est-ce que je vais faire, quoi? Éric, faire, c'est aussi combler un peu le vide. Ouais, complètement, complètement, mais en fait, on remplit, mais à un moment donné, on voit bien que c'est peine perdue, quoi, d'être dans le faire. Oui, ça nous occupe l'esprit à un moment, je suis d'accord avec vous, ça nous aide pendant un temps. Mais il y a un moment donné où en fait, si on ne se confronte pas à cette introspection et à se dire je ralentis, en fait, on va s'épuiser énormément. Et le deuil, ça pompe déjà énormément d'énergie. Donc, c'est aussi se dire, là, je fais peut-être une sieste, là, je suis peut-être dans mon canapé, on regarde, à me connecter à moi parce que je vais juste être dans mes pensées ou pleurer ou peut-être être dans... Parfois, vous pouvez être dans le faire, mais dans une action
Vous n'allez pas attendre de résultats. Euh, je pense par exemple aller marcher. On n'attend pas forcément quand on va marcher un résultat. Oui, on part d'un point A pour aller à un point B, mais des fois, le point B, on ne sait pas trop où il va s'arrêter, où est-ce que ça va être. Ou quand on est dans des choses plus créatives, par exemple le fait de dessiner, le fait de colorier des mandalas, le fait d'écouter de la musique, il n'y a pas une intention vraiment de résultat. Donc ça peut être aussi aidant quand je sais très bien qu'il y a cette peur du vide. Moi, des fois, il y a des femmes qui me disent non, mais il faudrait que je me mette en arrêt de travail parce que mon conjoint est décédé depuis 8 mois, je ne me suis pas arrêtée, j'ai un travail qui est prenant, je suis épuisée. Et elles me disent mais ok, déjà, il faut que je m'autorise à m'arrêter. Et le chemin, ça veut dire s'autoriser à se dire ben, je ne suis pas une moins bonne salariée ou je ne suis pas une moins bonne cadre si je m'arrête. Et si je suis pas là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, la boîte, elle va quand même continuer à tourner. Et mes collègues, bah, ils vont s'organiser et c'est OK. Et je le rappelle, c'est un droit dans, dans notre pays. Voilà, c'est pas toujours possible dans d'autres pays où c'est plus compliqué, où je pense aux États-Unis, au Canada, où si on n'a pas d'assurance, bah, on va pas pouvoir s'arrêter parce qu'on n'aura pas d'argent. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Donc, mais c'est aussi souvent la question, c'est mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Mes enfants, ils sont à l'école, mais moi, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Donc, c'est vrai qu'en séance individuelle, moi, je vous donne un peu des pistes, mais ça va être de réapprendre aussi à être dans l'être et ben, de pouvoir se retrouver face à face avec ses émotions. euh, en toute bienveillance, en douceur et, euh, et sans craindre Quand on dit craquer, il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent je vais être au fond du fond et je vais jamais pouvoir me relever. Et en fait, vous allez voir que alors j'utilise souvent cette métaphore effectivement du chemin. C'est un peu comme si le chemin était recouvert de feuilles et puis il y a des trous tout au long du chemin. Et au début, les trous, ils sont vraiment côte à côte. Et donc, vous tombez dans le trou et vous mettez un temps de dingue à remonter, à sortir en fait vraiment du trou, quoi. Et puis, vous allez marcher et puis, pouf, vous retombez dans un autre trou. Ben, au fur et à mesure, vous allez comprendre et plus facilement à savoir sortir de ce trou. Et puis, plus vous allez marcher, plus les trous, en fait, ils vont s'espacer. Mais c'est accepter qu'à un moment donné, oui, on va peut-être tomber, mais on va toujours remonter. Et c'est comme dans le chagrin, personne n'est mort de chagrin, on ne s'est jamais noyé dans son chagrin parce qu'on a peur d'être au fond du fond et de ne pas remonter. Mais en fait, vous remontez à chaque fois, forcément. Et souvent avec plus d'énergie, d'apaisement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est pas être faible, je le redis. C'est vraiment... c'est aussi puissant la vue. Enfin, moi, je vous le dis alors qu'il y a un live sur deux où je suis en larmes dans le live. Donc, je peux vous dire que la vulnérabilité, euh, dimanche, j'étais dans ma vulnérabilité la plus profonde parce que je vous ai dévoilé en fait vraiment ce qui s'est passé pour moi sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé pour moi dans ma vie personnelle, voilà ce qui s'est passé au mois d'octobre. Et ben, en fait, c'était c'est aussi important, par exemple, pour moi, d'être dans ma vulnérabilité avec vous, parce que je peux pas être que dans la case accompagnante du deuil, qui donne, en fait, voilà, une expertise du deuil, ok, expertise de sophrologue qui donne des outils. Et puis, l'autre côté, il y a aussi Rachel Galerme, qui est un être humain, qui a des émotions. Et moi, ça me semble, ça fait partie d'un tout aussi. Et quand on me dit je veux pas montrer à mes collègues que je suis dans cette vulnérabilité, mais en fait c'est la vie cette vulnérabilité-là et ça n'enlève rien à vos compétences, à vos qualités et au fait que vous êtes une belle personne, vraiment. Euh, je vais lire vos commentaires. Mon gros problème, rester forte, mais j'en peux plus. Je lâche tout depuis une semaine et ça fait tellement de bien. Yes, je suis très contente pour toi. Euh,
Chloé, donc comme tu dis, c'était un combat contre mes émotions et c'était trop dur. Je vais essayer de faire mieux cette année. Et tu feras de ton mieux, Chloé, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Evelyne, je suis tout à fait d'accord avec Rachel. Il faut évacuer cette émotion, mais c'est épuisant, un pas après l'autre. Ma fille ne montre rien, elle retient ses larmes et je suis inquiète pour elle. J'ai peur de la suite. Alors, je sais pas quel âge elle a, votre fille, Evelyne. Voilà, mais on a parlé des enfants hier, et donc peut-être que ça vaut. Voilà, je sais pas si elle est majeure ou pas. Après, quand voilà, les enfants, les petits, on a vu hier hein, avec Patricia, on a parlé de ça. Il faut vraiment respecter leur rythme. Et il n'y a pas forcément à s'inquiéter quand les enfants ne montrent pas de tristesse, d'émotion, et voilà, ils vont avancer plus lentement aussi dans leur deuil. Donc, et pour les adultes, ben, souvent les adultes veulent protéger en fait leurs parents. Donc, elle pleure peut-être pas devant vous, mais peut-être qu'elle pleure chez elle, qu'elle pleure, qu'elle se confie auprès de copines, et c'est vraiment lui faire confiance qu'elle va aussi cheminer à son rythme, parce qu'il y a vraiment cet instinct de protection vis-à-vis de son parent qui est présent. Donc, et c'est pouvoir peut-être lui dire, des fois, ça me ferait peut-être du bien qu'on pleure ensemble, enfin, et c'est OK. Et après, souvent, les adultes, les jeunes adultes, ils vont partager ça avec leur père, en fait, PAIRE, en fait, avec leurs copains, avec peut-être un prof, avec un collègue de travail. Donc, mais, mais c'est vrai que je pense que vous, en tant ou nous, en tant que maman, belle-maman, etc., belle-mère, quand on arrive à exprimer ça de façon calme, et moi je le vois bien hein, chez les femmes que j'accompagne, il y a toujours un impact sur les enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, parce qu'elles vont plus facilement réussir à exprimer leurs émotions, à parler de leurs ressentis. Donc, et être OK de se montrer vulnérable aussi euh, auprès de ses enfants, quoi. Ouais, Martine, la peur de se laisser aller à ses émotions. Mais en fait, tu peux très bien, effectivement, ce rituel que j'avais partagé de parler pendant 1 heure. Et oui, effectivement, Christophe le préconise aussi, Christophe Fauré. C'est normal, j'ai été un peu formée par lui. Donc, si c'est trop difficile ce rituel, ça peut, comment dire? Vous pouvez tester en fait. Vous pouvez tester tout simplement, tu peux tester Martine 5, 10 minutes et voir comment ça se passe pour toi, quoi. Mais je t'assure que l'expérience montre que oui, il y aura sans doute des larmes, mais c'est vraiment des larmes aussi d'apaisement. Euh, et, euh, et ça, je le vois pour toutes les personnes en fait qui partagent le rituel. Après, il n'y a pas à se forcer non plus. C'est peut-être pas forcément, peut-être, je ne sais pas, le bon moment pour toi. Peut-être que tu n'es pas prête. Peut-être que ça se fera plus tard. Peut-être que ça ne se fera pas. Mais ça peut être, fera pas. Peut-être que voilà, tu peux tester aussi au démarrage, voilà, 5, 10 minutes, mais vraiment faire confiance que ça va t'aider en fait, vraiment. Et puis le faire dans un moment où tu sais que tu es seule, que tu ne seras pas dérangée, que tu peux couper ton téléphone. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment très aidant et transformant. Je me suis mise à la méditation un moment que pour moi, tout lâcher et me détendre, j'adore ça, ça fait du bien. Yes, top. Top, top, top. Evelyne, ah oui, 22 ans ta fille. Ok, oui, ben voilà. Moi, je parlais de jeunes adultes. Euh, c'est ça, quoi. C'est pour certains, c'est. Enfin, après, je ne connais pas ta fille, je ne te connais pas assez, mais en tout cas, souvent, c'est cette protection-là. Donc, faut respecter ça, quoi. Et lui faire confiance qu'elle va déposer ça ailleurs. Euh, et, et parfois aussi pouvoir dire, juste, voilà, à titre d'info, ben, il existe telle et telle possibilité pour, voilà, si tu as besoin, mais
Mais c'est vrai que, et puis tout dépend depuis combien de temps son papa est mort aussi, mais c'est respecter aussi son rythme. Delphine, un médecin m'a conseillé de donner rendez-vous à ma peine, c'est-à-dire de ne pas craquer à l'instant T, mais de trouver des créneaux pour lâcher en dehors des enfants ou autres. Qu'en penses-tu? Alors, euh, c'est difficile hein, de donner rendez-vous à sa peine. Alors, effectivement, je suis assez partagée. Je suis un peu d'accord avec lui et pas tout à fait. Enfin, je suis 50-50. Effectivement, alors déjà, donner rendez-vous à sa peine, ça peut être, comme je l'ai partagé, on en a parlé dans le groupe, le rituel voilà, de la photo de ton mari avec une bougie et pouvoir lui parler. Ça peut être un rendez-vous, effectivement, avec ta peine. Que tu fais seul, vraiment, c'est un rituel qui est intime. Donc, le médecin appelle ça rendez-vous avec ma peine, mais moi, j'appelle ça un rituel, en fait, du deuil. Donc ça, c'est OK. Mais en fait, le fait de ne pas craquer à l'instant, et à condition que tu le fasses vraiment tous les jours, qu'il y ait un rendez-vous vraiment quotidien, je pense que c'est important. Après, par rapport aux enfants, de ne pas craquer par rapport aux enfants, en fait. On a le droit de craquer par rapport devant les enfants. C'est important aussi de le dire. Bien sûr, tu vas pas te laisser complètement aller comme tu pourrais aller à des sanglots, vraiment comme quand tu es seule. Mais s'il y a des larmes, s'il y a de l'émotion, bah, c'est OK. C'est leur dire, bah, là, aujourd'hui, waouh, là, à ce moment-là, j'ai une vague, je suis triste, les prendre dans les bras, mais voilà, on va avancer ensemble et les rassurer. Mais je trouve que en fait, qu'est-ce qui se passe aussi quand les mamans, elles montrent pas? Parce que moi, ça m'est arrivé d'une cliente qui me disait, et notamment avec, une préado qui avait 12-13 ans, heu, elle me disait: «Je montre jamais mes émotions devant ma fille, quand je pleure toute seule, je m'enferme dans ma chambre, dans les toilettes et cetera, je pleure jamais». Et au bout de 6 mois, la gamine, un jour, il y a eu un clash et elle lui a dit: «De toute façon, toi, tu pleures jamais, papa, il te manque absolument pas, tu es vraiment horrible». En fait, elle s'est pris ça en boomerang, en pleine poire, parce que la gamine ne la voyait jamais pleurer. Et donc, elle m'a dit: «Mais maintenant, je vais m'autoriser à ça parce qu'il y a vraiment un malentendu». Donc c'est vraiment les adultes, nous, on dit aux enfants: «Il faut que tu exprimes tes émotions, c'est OK si tu pleures, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être jaloux des autres enfants qui ont leur papa et cetera». Et nous, les adultes, en fait, on le fait pas. On le fait pas. Donc moi, par rapport à ça, par rapport à ce que dit ce médecin, le bémol, ce serait de t'autoriser quand même à pleurer devant les enfants quand ça vient, sans que ça soit tu te sentes complètement débordé, bien sûr. Mais le fait de mettre en place ce rendez-vous, ce qu'il appelle le rendez-vous avec ma peine et que moi j'appelle le rituel du deuil avec la photo, la bougie et un temps, bah, en fait, ça va t'aider aussi, tu vas craquer effectivement à un endroit bien précis et ce qui fait qu'il y aura moins de craquage, on va dire, devant l'entourage et ça va t'apaiser au fur et à mesure et ça va surtout aussi t'aider à construire ce lien, et c'est ça tout le travail de deuil, et le processus de deuil surtout, c'est de faire en sorte que le lien extérieur, là, il arrive à l'intérieur. Et donc voilà, donc je ne sais pas si c'est clair, Delphine, et puis on pourra en reparler. De toute façon, on a un appel de groupe ensemble mercredi, donc on pourra en reparler. Ah, Evelyne, merci Rachel, elle a peur pour moi. Ben voilà. Mm. Donc là, par rapport à ça, c'est vraiment en fait rassurer parce qu'il y a une inquiétude et c'est normal. Euh, qu'on ait 22 ans, qu'on en ait 50, j'ai envie de dire, quand on perd son père ou sa mère et que l'autre parent reste, ben, on a peur de le perdre. Donc il y a effectivement, il y a cette peur-là et on veut le protéger et on ne veut pas montrer sa peine. Et en fait, le message, c'est aussi de leur dire, bah, tu as le droit de me montrer ta peine et c'est OK. Et ça ne va pas me faire encore plus mal. Ça ne va pas me rappeler que ton père n'est plus là parce que je le sais et je le sais H24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas une minute où je ne pense pas à lui. Donc, c'est de dire, ça m'aide aussi qu'on pleure ensemble et qu'on partage aussi cette peine ensemble. Et fais-moi confiance, je vais avancer et on va avancer aussi chacune à notre rythme. Voilà, je ne sais pas si tu es en mesure de lui dire, mais voilà, ça peut être ça aussi, Evelyne.
Bon, Delphine, je pense que j'ai répondu, je crois, voyant ton message. Puis on en reparlera, de toute façon, avec plaisir. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je vois que ça fait plus d'une demi-heure que je parle. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un ou si ça peut aider votre entourage aussi à partager ça sur vos murs, sur vos profils Facebook. Si vous me voyez en replay, hashtag replay. Et toujours hashtag Yellow Woman si vous voulez gagner mon livre. Voilà, je fais un tirage au sort. Dimanche. Dimanche. Voilà. Oui, parce qu'on m'a reposé la question, mais est-ce que tu vas faire un live le 24, le 25 décembre et le 31? Oui, je me suis engagée jusqu'au 31. Donc, je fais un live tous les jours jusqu'au 31. Et après, je continuerai, alors peut-être pas au quotidien, mais en tout cas, je continuerai. Et voilà, même si, voilà, pour tout vous dire, à partir de ce soir, voilà, je suis en congé, on va dire, puisque j'ai encore 4 rendez-vous cet après-midi, et puis ensuite en individuel, et puis après, je stoppe les séances individuelles jusqu'à la rentrée. Par contre, oui, je continue à être présente dans mon groupe Facebook des Yellow Women. Ça, je ne les lâche pas pendant toute cette période. Et puis, je fais un appel de groupe avec elle d'ailleurs le 29 au soir. Et puis, voilà, les lives à 12h30. Et puis, entre-temps, je vais profiter de mes amis, de ma famille. Donc, peut-être qu'autour du 31, voilà, je ne serai pas chez moi. Donc, je vous ferai peut-être un live dans la neige. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura de la neige. Mais ça sera une petite surprise. Voilà. Donc, je vous embrasse vraiment, Eric. Même si je ne suis qu'un homme, je les trouve très intéressants, vos conseils. Alors, Eric, je n'ai rien contre les hommes. Et je suis ravie qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui viennent sur ma page Facebook. Vraiment. Pourquoi je m'adresse aux femmes? Parce que jusqu'à maintenant, et ça va faire 5 ans, dans les accompagnements, sur ma page Facebook, il n'y avait que des femmes. Voilà, les hommes viennent pas dans mes accompagnements, mais vous êtes les bienvenus. Voilà, donc je sais que vous avez aussi besoin autant d'aide que les femmes, et que c'est aussi difficile de perdre sa compagne ou sa femme que de perdre son mari. Voilà, je remets les choses au clair. En tout cas, merci Eric pour votre présence. Je vous embrasse toutes et tous. Et les hommes sont timides. Ouais, mon œil. Et je vous retrouve demain à 12h30. Je vous embrasse bien fort. Bel après-midi. Bye. Merci à tous.